Aujourd'hui, dans Danscussion & Co, Karine Ledoyen, Ariane Voineau et Émile Pinault sont au cœur de l'actu de la scène. Robert Saint-Amour poursuit sa réflexion sur les choix du spectateur. Jérémy Vitupier nous emmènera quelque part dans le monde. Jérôme Pruneau nous propose de nous empaqueter, mais sans plastique. Le consentement est à nouveau le sujet d'étude de Bettina Szabo et héritage artistique, transmission. Margie Gillis et Lucie May s'invitent aux grandes discussions. Jingle! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Danscussion & Co sur choc.ca. Tous les vendredis midi, Danscussion & Co décrypte pour vous l'actualité des arts de la scène. Danse, arts et spectacles, spectacles, société, culture, politique, musique, tout y passe. 7e émission de la saison aujourd'hui. Ici Clara et Maude, fidèles au poste. Bonjour. Aujourd'hui, à la régie, Alexia a prêté, et je dis bien prêté, ne t'emballe pas, sa place à Jérôme Pruneau, qui nous livrera sa chronique tout à l'heure aux côtés de Robert Saint-Amour. Bonjour l'équipe, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire. Tout de suite, c'est l'actu de la scène, rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises. Aujourd'hui avec nous. Alors, célébrer la danse de toutes les manières possibles semble être son credo. Elle nous arrive de Québec. En 2005, elle fonde sa compagnie Danse Cas par Cas et la semaine prochaine, elle présente au public montréalais sa toute dernière création de la glorieuse fragilité à l'Agora de la danse. Karine Ledoyen est l'invitée de Danscussion & Co aujourd'hui. Bonjour Karine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bretonne, il fallait le souligner, il faut le célébrer même, installée à Québec. Elle vit de la danse, la mange et la dévore et on l'aime sur les planches en interprète comme on l'aime en co-directrice artistique de l'Artère à Québec et co-réalisatrice de courts-métrages. Elle a la jeunesse dans le sang. Elle s'implique pour la vie et la survie de la danse à Québec et sera interprète dans la création de Karine la semaine prochaine. Rien de moins, Ariane Voineau est avec nous aujourd'hui. Allô. Bonjour Ariane, merci d'être avec nous. Et enfin, notre homme de la situation qui aujourd'hui porte ses lunettes. Première fois que je les vois. Il est formé acrobate de cirque, mais adore transgresser les codes et les conventions. Depuis hier soir, il présente sa toute nouvelle et première longue création Normal Desires au Théâtre La Chapelle, en vous invitant à une expérience sensorielle et intime de l'acrobatie. Émile Pinault est l'invité de l'actu de la scène. Bonjour Émile. Bonjour. Merci d'être là. Pas trop raqué? Oui, un peu. Et c'est que le début. Aujourd'hui, ce midi, tu n'as juste besoin de parler, donc que de parler. Voilà, donc c'est bon, tu peux être avec nous aujourd'hui. Bienvenue à tous les trois. Plongeons immédiatement dans vos actualités. De la glorieuse fragilité, Normal Desires ou cette expérience sensorielle et intime de l'acrobatie. Et j'aurais envie d'ajouter cette sublime citation que j'emprunte au maître Leonard Cohen. Il y a une fissure en toute chose, c'est ainsi qu'entre la lumière. Alors Karine, Ariane et Émile, la fragilité, la vulnérabilité, l'humanité comme moteur de création. Qui se lance? Peut-être Karine. On ouvre avec Karine. Absolument. Je pense que c'est quelque chose qui est là, en fait, qui était présent sans même peut-être que je puisse le nommer. Ça fait déjà plusieurs années. Je pense que je travaille autour de la faille, de l'échec, de comment la mettre en scène et comment l'organiser avec une multitude de stratégies, en fait, scéniques. Et puis, si on parle du projet actuel, alors c'est avec un point de départ, en fait, qui était plutôt inspiré du théâtre documentaire dans lequel je travaillais dans un autre projet, puis que je me disais, mais comment je pourrais faire ça avec la danse? Et puis, bon, en réfléchissant autour du sujet, je me suis dit, bon, mais quel sujet je pourrais bien parler? Et la chose qui était la plus près de moi était évidemment la danse. Et je me suis mis à réfléchir que serait pour moi de quel côté du prisme de la danse j'aimerais m'attarder. Je me suis évidemment penchée sur le danseur, réfléchissant sur le danseur, de quelle façon il retrouve la fragilité. Bien sûr, j'avais le corps, les moments de blessure, tout ça, mais
je me suis dit aussi qu'il y avait peut-être un moment qui était celui où on la quitte, la danse, qui devait être particulier. À partir de cette idée-là, je me suis dit, c'est bon, parce que j'étais déjà dans un travail de deuil avec l'autre pièce précédente. Je me suis dit, il y a quelque chose, je pourrais fouiller dans ce coin-là. J'ai dit, OK, je vais faire vraiment l'entreprise d'aller rencontrer des danseurs qui ont quitté la scène professionnelle. À partir de ce moment-là, j'ai rencontré une vingtaine d'artistes qui ont quitté la scène professionnelle, autant du ballet contemporain que danse sociale. Et à partir de ces témoignages-là, j'ai débuté la recherche, mais c'est en entendant ces discours-là, ces récits, que finalement, ce qui m'a apparu et ce que j'avais envie d'aller chercher, c'était peut-être pas ce que je pensais qui était nécessairement le deuil, mais plutôt comment la danse est belle, puis pourquoi on la fait, pourquoi elle est si importante et pourquoi elle prend une place qui peut être difficile pour les gens qui en font pas. Pourquoi on insiste avec les corps et avec tout ce que ça peut impliquer quand on décide d'en faire notre vie, notre métier. Et voilà, puis à la cueillette de ces informations-là, on a créé avec des danseurs qui n'ont pas quitté la danse et qui la font pleinement et magnifiquement. On va y revenir, Ariane, mais je rebondis tout de suite à Émile. Je t'ouvre sur la fragilité, la vulnérabilité, parce que on est loin du numéro de cirque habituel. Avec Normal Desires, on est dans une toute autre démarche. Et nous, on peut capter une vulnérabilité de l'acrobate, mais je vais te laisser en parler de Normal Desires, la démarche, et si ça résonne en toi, cette idée de faille, d'échec ou... Vas-y. Ouais, absolument. Ben, je dirais pas l'échec, mais la faille, oui, il y a quelque chose là-dedans. Dans ce processus-là, j'avais pas envie de... Je m'intéressais pas vraiment à l'acrobatie comme forme cristallisée, comme par rapport à la prouesse, parce qu'on pense souvent à l'acrobatie par rapport à la prouesse, par rapport à l'effet spectaculaire que ça peut avoir sur le spectateur, puis ça peut être assez fort, puis ça, je le comprends, mais moi, ça m'intéresse plus vraiment, ça. Puis je m'intéresse plutôt aux sensations, puis qu'est-ce qui est intime à l'acrobate, puis à son corps, puis moi, en l'occurrence, j'ai commencé le cirque très jeune, puis mon corps s'est développé d'une certaine façon, mon esprit, ma façon de créer aussi s'est développé d'une certaine façon, puis autant dans les... Tu sais, il y a eu beaucoup de blessures là-dedans, tu sais, je me suis blessé au genou, je me suis blessé là, mentalement aussi, des fois, tu sais, l'entraînement assez rigoureux, beaucoup de répétitions, je veux dire, ça m'a quand même marqué, puis j'avais envie de travailler avec ça comme matière, puis pour amener le mouvement acrobatique plus loin, puis l'amener à une forme qui est pas habituelle. Puis j'ai fait un peu, dans mes recherches, j'ai commencé un peu à faire des liens entre le masochisme et l'acrobatie. Plutôt le masochisme pas au niveau esthétique masochisme, mais plutôt au niveau conceptuel et philosophique. Puis pour moi, il y avait quelque chose là-dedans de la faille, c'est quoi cette obsession justement de répétition, puis de détruire un peu son corps à travers une pratique vraiment rigoureuse. Finalement, c'est un peu pour défaire les normes du corps, défaire son ego, puis se dépasser, puis devenir un peu plus fluide ou dépasser son enveloppe corporelle. J'allais dire libre, mais... Libre, il y a une certaine... On dirait que tu arrives, pour l'avoir vu, il y a une certaine notion de liberté, on dirait, qui arrive aussi avec ça. Donc finalement, la faille mène à la liberté. Ou c'est ce qu'on cherche? Ben, c'est un peu le but inatteignable. Puis c'est... Je crois que la pièce l'exprime bien, parce qu'on travaille beaucoup avec des cadres, on met des cadres puis on essaie de les dépasser. Parfois c'est le corps, parfois c'est le théâtre, le cadre de la scène, parfois c'est d'autres cadres plus conceptuels.
Puis, ouais, c'est ça, finalement, on montre la possibilité de le dépasser, mais aussi l'impossibilité d'être totalement libre, ou mais, du moins c'est tout le temps la recherche de cette liberté-là. On y reviendra parce que ton dispositif est hyper important dans toute ta démarche de ce solo que tu portes à 3 en fait. Mais on va y revenir. Puis je rebondis tout de suite parce que c'est toujours les synchronicités du moment. Ça fait toujours écho. Vous êtes des artistes qui n'ont rien à voir et pourtant qui travaillent quand même aujourd'hui sur un peu les mêmes concept. Et Karine, j'ai dérobé à la lecture de tous les communiqués que tu interroges aussi les fins qui ne sont que de nouveaux commencements. Et pour quand Émile va chercher une certaine liberté ou une transcendance, toi, qu'est-ce que tu vas chercher quand tu travailles sur ce deuil et en fait, ça a amené à quoi d'aller récolter ces témoignages dans ta célébration de la danse? Ben, en fait, je pense que c'est un moment d'honnêteté quand on est dans cet espace de transition où on abandonne les choses qu'on connaît pour aller vers des nouvelles choses. Tu es obligé de te centrer sur toi, ce que tu as envie, ce que tu es. Tout ton rapport à ton identité aussi se questionne dans ces moments de transition-là. Et est-ce que, en même temps, c'est toujours la question, est-ce que c'est vraiment une fin? Parce que dans ce que j'ai recueilli, personne m'a dit qu'il n'était plus un danseur. Ils m'ont dit, on a quitté le contexte professionnel, on a quitté d'être sur une scène, mais personne m'a dit qui avait fait son dernier salut, sans tout dévoiler. Mais je pense que c'est des moments d'honnêteté quand on est dans ces moments que moi j'ai nommé fragilité, mais ça pourrait se nommer d'autres force, absolument. Je pense que juste dans le titre de La glorieuse fragilité, il y a ce paradoxe qui est là. Puis je trouve que de mettre de l'avant cet espace-là dans lequel on vit à tous les jours des petites fins, hein, c'est pas obligé d'être grand, mais chaque journée apporte ses petits deuils, mais c'est commencement aussi. Donc, c'est de jouer avec ces notions-là, mais aussi à la fois l'humain derrière tout ça m'intéresse toujours. Donc, et puis c'est sûr que là, c'est dans une démarche très documentée, donc j'ai une parole avec laquelle je n'avais jamais travaillé auparavant. Donc, cette parole-là est venue influencer le travail en studio, même avec les danseurs. C'est une pièce pour 4 interprètes, donc deux interprètes féminines, 2 interprètes masculins. Donc Ariane, justement, je me tourne vers toi. J'ai envie de savoir un peu au niveau du processus comment ça s'est passé et justement de travailler sur ces témoignages. Comment vous avez travaillé à partir de ça pour créer la matière? Oui, ben effectivement, on est 4 interprètes, mais il y a aussi une 5e qui s'appelle Andréane Giguère qui est à la disons conception plus vidéo. Vidéaste. Oui, vidéaste. Et du coup, donc il y a de la vidéo, il y a forcément les sons des entrevues, la voix des gens qu'on a entendus vraiment tout au long. Des fois plus long, des fois plus court, après ça, retravailler, etc. Fait que c'est quand même un dialogue entre, bien sûr, et la lumière aussi qui vient de rentrer. Fait que c'est sûr que c'est un dialogue entre toutes ces disons, discipline. Puis, dans le processus, je dirais que, tu sais, on est encore à trouver en ce moment comment tout s'imbrique, là, pour vrai, tu sais, je veux dire, ça s'en vient, mais ça a été quand même un travail de minutie dans le sens où mouvement versus vidéo versus ce qu'on entend, comment ça nous nourrit, puis comment on en dévoile pas trop, puis comment ça nous a habité, nous. Et je dirais que effectivement, comment dans le processus, ça nous a... on est parti de la fragilité, mais en fait, il y a plein de différentes parties là, dans le show. Donc, comme on disait hier, il y avait un midi coulisses avec des gens qui venaient voir une répétition.
Puis il y a quelqu'un qui avait demandé si c'était improvisé, pas improvisé. Puis Karine a dit que elle voulait laisser justement pour faire écho aussi à ce qu'Émile disait tantôt dans son improvisation. Mais je sais plus si on était en ondes ou pas. Mais bref, donc au niveau de l'improvisation, il y en a aussi. Donc versus ce qui est écrit, ce qui est improvisé. Elle a envie de flouter un peu ses frontières. Fait que c'est un défi pour nous dans le sens où on est habitué à ce que ce soit plus écrit en général. Puis après ça, rentrer dans l'improvisation, on est dans une petite faille justement où on essaye de pas juger justement ce qui se passe, c'est ça qui se passe. Puis je pense que ce qui en ressort, c'est un lien très fort avec les artistes sur scène ensemble. Quand on est ensemble, parce qu'on n'a pas le choix d'être hyper connectés tous. Et puis, pour revenir aussi aux entrevues puis au processus des gens qu'on entend, c'est sûr, ça nous a nourri beaucoup, puis ça nous a beaucoup questionné sur notre place, sur comment on quitterait, est-ce qu'on quitte, est-ce que finalement ça reste toujours en nous. En tout cas, c'est comme ça a été un très large spectre de recherche et qui est encore en train de se faire. C'est intéressant parce que vous êtes Ariane et Émile, je parlais de jeunesse, de dynamisme. Karine, t'es allée chercher une équipe de jeunesse pour porter... Ah, il y a un petit tic de l'œil, pas tout à fait. Ils ont l'air jeunes. Ils ont l'air jeunes, yes. C'est vrai. Ouais. Mais j'ai quand même Elinor Fouetter qui est, je sais plus son âge, mais c'est une maman de 2 enfants... un peu plus vieille que moi. Non, je pense qu'on ratisse quand même entre 25 et plus. Et là, plus, ouais, avec différents parcours, des créateurs aussi. Ouais. Mais ma question est beaucoup sur, en fait, peu importe la jeunesse, j'imagine qu'on porte tous de sacrées histoires dans nos corps et que elles vont s'exprimer et que vous êtes des canaux aussi de réflexion et d'information. Vous pouvez soit compléter ou dire non, mais vous avez l'air de dire oui. Oui. Et Émile, en fait, j'avais cette réflexion quand on est dans la vingtaine et qu'on porte un solo comme ça et qu'on y va et que on réfléchit autant. Comment ça s'est passé, comment on s'entoure, comment on brise les codes aussi. Voilà. Ouais. Ma question. C'est pourquoi un solo, je sais pas. C'est arrivé un peu par hasard parce que cette recherche-là que j'ai fait pour Normal Desire, c'est une recherche que j'avais commencée depuis quelques années, puis j'avais fait des ateliers de création en duo des fois tout seul, juste pour développer du matériel. Puis à un moment, tous ces questionnements-là sur l'acrobatie, sur le cirque, tout ça sont devenus vraiment urgentes. Puis j'avais besoin de plonger là-dedans, puis d'explorer ça profondément, puis de créer quelque chose avec ça. Puis c'était tellement urgent que je pouvais pas attendre les autres. Comme j'ai pas pu, j'avais la difficulté à gérer de pas pouvoir travailler sur le matériel quand je voulais, parce que c'était vraiment une envie forte à ce moment-là. Tu sais, j'étais dans un rythme de tournée assez rigoureux pour d'autres compagnies. Puis fait que le solo est venu un peu par défaut, mais c'est heureux, tu sais. Je suis content d'avoir fait ça parce que ça m'a vraiment permis de me re-questionner sur mon corps, sur ma façon de danser, de faire de l'acrobatie, sur le cirque. Ça m'a mais vite, j'ai eu aussi envie oui, c'est un solo, mais j'ai eu aussi envie de me décentraliser de tout ça, puis de pas que ça devienne pas trop autobiographique. Fait que c'est pour ça que je me suis entouré de différents collaborateurs, mais qui étaient plus à l'extérieur de la scène, qui venaient un peu perturber ou soutenir ce que je faisais. Donc la conception lumière scénographique est venue dès le début du processus. Julien Brun signe les éclairages et la scénographie. Exactement. Puis il a aussi participé beaucoup. On était en studio ensemble. Puis évidemment, il faisait pas juste de la lumière, on discutait beaucoup. Puis ça a été beaucoup ma personne avec qui
avec qui je rentrais en dialogue. Il y a Sébastien Kahn à la dramaturgie qui était aussi là depuis le début, puis avec qui on a beaucoup discuté, puis on a, disons, établi les bases conceptuelles de la pièce, qu'après on a travaillé les bases chorégraphiques aussi. Joël qui est arrivé un peu après, mais tous ces gens-là à la fois m'offraient une flexibilité parce que je pouvais continuer à travailler de mon côté, continuer à plonger dans ma recherche, mais aussi avec eux, je me sentais pas toute seule. Je crois que le faire toute seule, ça aurait été trop difficile. Juste des fois, je me retrouvais en studio toute seule, puis c'était horrible. Pendant une semaine, je savais pas quoi faire, puis fait que tous ces collaborateurs-là m'ont vraiment... ça a vraiment été une collaboration, puis j'ai l'impression que ce show-là s'est créé à 7 personnes, tu sais, je veux dire, oui, ça venait de certains de mes désirs, certaines de mes idées, mais tout ça s'est mélangé aux idées des autres, avec les gens avec qui je collaborais, puis aux propositions qu'ils ont fait, donc voilà. J'allais dire aussi que d'autant plus que la musique est live, et donc tu parlais de, je sais plus encore si c'était hors onde aussi, on disait avec Ariane, mais tu disais que justement c'était assez inconfortable parce que tu avais l'improvisation était d'un soir à l'autre c'était toujours différent, donc tu laissais place à l'improvisation, et donc je voulais souligner la musique de Joël Lavoie qui est très très bonne. Voilà. C'est juste, je pense que Jérôme a une question de l'autre côté de la vitre. Jérôme! Il avait une question sur l'absolu du corps hier soir en sortant, et je pense qu'il peut l'ouvrir à tout le monde sur la question du corps. Mais d'avoir vu le show d'Émile, j'ai vu un engagement total, puis c'est ça, je me demande, est-ce qu'il y a une recherche d'absolu corporel dans ce que vous faites? Tous les danseurs, je pense, peuvent répondre à cette question, ou les performeurs. Alors on va commencer par Émile. Absolu, je sais pas. Oui, comme quand je pense au mouvement ou quand je suis sur scène, j'essaie d'être totalement présent puis totalement connecté à mes sensations. C'est un spectacle sur les sensations aussi. Puis j'essaie d'être connecté avec ça puis d'être le plus juste avec ça puis travailler dans cette direction-là, tout le temps me reconnecter, retourner à l'intérieur de moi puis d'être le plus présent possible, peu importe ce que ça veut dire. Mais l'absolu, je sais pas vraiment c'est quoi. Faudrait définir qu'est-ce que c'est l'absolu corporel. Ouais, c'est ça, j'étais là. C'est comme, ce serait, tu sais, pour moi, il y a pas vraiment d'essence. Tu sais, il y a pas comme quelque chose qui est essentiel à la danse ou à l'acrobatie. Pour moi, il y a 1000 choses qui sont essentielles. C'est pas, il y a pas comme un centre où tu fais comme, ah oui, ça c'est l'absolu de la danse. Je crois que c'est un peu plus évasif que ça, puis ça peut toucher plein de choses, puis il y a tellement différents types de présence, puis de façon d'être dans son corps, tu sais, puis dès le moment que t'es dans ton corps, finalement, puis qui est en mouvement, ce corps-là, c'est l'absolu de la danse, là, je sais pas. C'est ça, j'allais dire que pour moi, j'ai l'impression c'est toujours un absolu, dépendant de c'est quoi exactement la définition, là, mais c'est total, toujours, même que ce soit hyper minimaliste, même si c'est hyper lent, même si c'est ultra rapide, même si on est obligé on est là à 100%, fait que c'est sûr, c'est absolu, c'est sur le moment, c'est indéniable, c'est juste absolu, je pense. Puis je pense aussi, je fais comme référence à, justement, dans le show, à un moment donné, on a un duo avec Elinor qui est vraiment basé sur des poids contre poids, puis là, c'est quelque chose qu'on est toujours en train de travailler, et puis si là, on est dans l'absolu de la recherche de l'instant, toujours, c'est que si on tire plus ou moins, il y en a une de nous deux qui peut échapper, et tout ça, puis ça, c'est un petit
un petit trésor que sur scène, là en répétition en tout cas, ça fonctionne. Puis des fois, on sent qu'on peut lâcher, qu'on peut revenir, puis d'accepter la faille en fait, là, la chute possible, le risque, c'est vraiment trippant. Et ce sera notre mot de la fin. Malheureusement, le temps file. Merci énormément à tous les trois d'avoir été avec nous. En tout cas, ce qui est absolument essentiel, c'est d'aller voir ces spectacles. Donc, je vais rapidement rappeler les dates. Normal Desires d'Émile Pinault, une présentation Densité du 22 novembre au 1er décembre au Théâtre La Chapelle. De la glorieuse fragilité de Karine Ledoyen du 28 novembre au 1er décembre à l'Agora de la Danse. Donc, courez-y. Est-ce que j'ai fait une erreur? Non, c'est bon. Tout le monde me regarde avec un air. Courez-y. On fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après avec les chroniques. Nous allons en tournant dans la crique au serpent. De retour à Danscussion &Co sur choc.ca. J'avais envie de conclure cette actu de la scène avec une petite citation qui pourrait faire réfléchir tout le monde. Ce qui est considéré comme une fin pour une chenille n'est en réalité qu'un début pour un papillon, et c'est Bernard Werber qui a écrit cette citation, et je la trouve intéressante parce que on va plonger plus tard dans l'héritage artistique et les questions de passation et tout ça, et voilà. Je pense que ça peut être intéressant de garder ça en tête et de se poser la question: qui sommes-nous, chenilles ou papillons? Et je me tourne tout de suite vers notre parfait grand-père, mais aussi parfait spectateur aujourd'hui. Robert Saint-Amour est accompagné de ses 2 petits-fils pour notre plus grand plaisir. Et la semaine passée, il nous partageait ses premiers choix de spectateur et il avait envie de continuer là-dedans. Quels sont les choix du spectateur de Robert Saint-Amour? C'est à toi, Robert. Merci Maude. Effectivement, les choix du spectateur sont nombreux. Tout au long des prochaines semaines, j'y reviendrai. Mais aujourd'hui, je poursuis effectivement. Je suis surtout très heureux de vous retrouver après 2 longues semaines qui m'ont paru comme une longue plongée en apnée dans la neige. Lors de ma plus récente chronique, donc, je vous présentais les défis du spectateur lorsqu'il devait choisir pour se mettre à confectionner son carré aux dates. Ou, dit autrement, garnir son calendrier avec ses sorties danses, avec en accompagnement ses autres plaisirs culturels. Je vous invite pour celle-ci à rester de l'autre côté du 4e mur pour poursuivre l'exploration de certains aspects de la vie d'un spectateur et de ses choix. Autre choix? Aujourd'hui, pour le spectateur qui a son billet en poche depuis un certain temps, question de ne pas se faire dire « c'est complet », la grande question préalable, si la proposition a eu la chance d'avoir une couverture médiatique, lire ou ne pas lire. Lire ou ne pas lire les articles et les entrevues de promotion ou les critiques avant de s'y rendre. Lire ou ne pas lire le feuillet de présentation distribué à l'entrée de la salle. Soit donc, dans le coin gauche, se faire sa propre idée à partir de zéro ou avec le moins d'idées préconçues.
ou plutôt dans le coin droit. C'est appuyé sur l'intention du créateur ou de la perspective de la ou du critique avant que les lumières s'éteignent pour débuter la rencontre. En d'autres mots, être soumis à deux effets caméléons possibles du spectateur. D'abord, que le sens de l'émetteur-créateur modifie celui du récepteur-spectateur. Ensuite, que le jugement d'un récepteur-spectateur soit contaminé par le regard d'un autre récepteur critique, un émetteur critique, pour en modifier son jugement propre. Peut-on tout aussi facilement apprécier une œuvre qui a fait l'objet d'une critique négative, remonter la pente du préconçu, ou l'inverse, rester froid ou neutre, après avoir lu une critique positive, sinon dithyrambique? Je suis convaincu, tout scientifique que je suis, qu'il y a un immense champ de recherche, sûrement déjà exploré, sur la posture à prendre, comme dirait une amie du milieu. Chacun décide, et il n'y a pas nécessairement de raison à ce que j'ai pu constater autour de moi en parlant aux autres. Pour ma part, moi, oui, je lis. S'il m'arrive de regretter de l'avoir fait, en général, j'en apprécie les bienfaits avec une réception rehaussée et avertie. Parfois, l'exercice a tout de la lecture dans les feuilles de thé. Comme pour la plus récente œuvre que j'ai vue, The Nutcracker de Maria Kefirova, avec le texte de présentation qui incluait l'extrait suivant « Le son est utilisé en tant que matière sans intérieur ni extérieur. Le corps est la surface entre l'intérieur et l'extérieur. » Rien de très utile pour moi, mais à l'image de l'œuvre néanmoins, abstraite et captivante, que j'ai bien appréciée par ailleurs, avec sa touche toute cérébrale. La réception de la proposition dépend aussi d'une autre problématique très humaine et intrinsèque au spectateur, pas toujours négligeable, qui est sa prédisposition au moment bien précis où il prend place sur son siège. Phénomène étudié par Mathilde Ballereau-Garcia, qui a écrit dans son mémoire de maîtrise portant sur la perspective du spectateur, publié en 2016, disponible sur Internet. Lorsqu'un spectateur assiste à une chorégraphie, il garde en lui les impressions de sa journée, en plus de l'influence de ses expériences passées et de ses attentes vis-à-vis du spectacle de danse. Selon son état du jour, il n'aura pas la même réception à la pièce chorégraphique. En effet, si ma journée était dure ou que je sois dans une période plus ou moins sombre, ma réception de l'œuvre est altérée pour le meilleur ou pour le pire. Impossible de prévoir ma condition mentale lorsque je me procure un billet des semaines, sinon des mois à l'avance. Ainsi donc, le spectateur est un être humain poreux, soumis à des différentes influences, externes ou internes, qui rendent son expérience variable et sur lequel, malheureusement, les créateurs ont peu ou pas de prise. Soyez-en informés, chers amis créateurs, mais je m'arrête là. Bonne prochaine semaine de danse. Magnifique, Robert Saint-Amour. Et vous, lirez-vous ou ne lirez-vous pas avant d'aller voir un spectacle? Petite pause musicale oblige, et ensuite on se retrouve pour vous amorcer Jérémy Vitupier. De retour en ondes sur Danscussion & Co. Jérémy Vitupier est artiste de cirque, clown et comédien, en tournée à travers le monde. Pour nous, chaque vendredi, il jongle avec les mots. Tout de suite, c'est le balado de Jérémy Vitupier. On écoute « Rappelle-toi l'inconnu ». Dis-moi, tu t'en souviens ? Je marche comme j'écris, en découvrant le paysage qui se dessine pas à pas devant moi.
Souvent, je ne sais pas où je vais. Je me laisse porter au fil des mots, juste avec une vague idée de destination. Je suis mes intuitions en réglant le nord de ma boussole sur la bienveillance. Et je vois les portes de l'inexploré s'ouvrir. Il y a quelques jours, j'ai entendu parler du concept de la tourist line. C'est une ligne imaginaire du regard. En gros, quand on est dans une ville, quand on y vit au quotidien, notre regard se promène entre nos lacets de chaussures, il remonte en passant irrémédiablement et parfois de façon trop prolongée dans notre main illuminée d'écran, puis vient s'arrêter à peu près autour de l'horizon, pas plus haut. Et c'est ici, précisément, que se situe la dite ligne des touristes. Parce que si vous observez les gens dans la rue, il y a beaucoup de chances que les personnes regardant au-delà de cette ligne soient vers le haut, soit des touristes. Les autres ont cette sorte de malédiction, ce poids de tous les jours qui les fait marcher la tête courbe. J'ai déjà parlé dans un précédent balado de regarder vers le haut. J'insiste encore aujourd'hui, histoire de se détendre la nuque, ou de se détendre tout court. Regardons en haut, et sur tous les côtés. Partout il y a des choses à découvrir. Ma mère m'a appris à regarder vers le haut pour scruter jusqu'aux derniers étages des vieux bâtiments et imaginer leur histoire. Mon père m'a appris à regarder vers le bas pour trouver où atterrir, pour chercher Charlie, pour raconter des histoires. Quelque part dans le monde, je marche. Je marche en lisant tous les contours pour te raconter une histoire. Celle qui se déroule en ce moment dans tes oreilles, jusqu'à ce que tu te la réappropries et que tu marches toi aussi vers l'inconnu. T'en rappelles-tu d'ailleurs de cet inconnu qui te devance à chaque jour, que tu ne pourras jamais saisir car il va toujours plus loin quand tu l'attrapes. Chaque jour tu apprends lorsqu'il t'échappe. Plus il t'assoiffe, plus tu te jettes éperdument vers lui. C'est bien et beau de vouloir connaître l'inconnu, mais c'est impossible, car la seule chose qu'on connaît avec certitude, c'est le présent. Encore faut-il bien le voir, le sentir et le vivre. Déjà ma voix s'affaiblit et se dirige vers le silence. Dans quelques secondes, j'aurai disparu de ton connu. Mais peut-être m'entendras-tu un peu plus loin sur ta route. Ciao. On l'aime, ce Jérémy Vitupier d'inscription Enco sur choc.ca et on rebondit. Alors, empaquetez-vous mais sans plastique, crie à tue-tête Jérôme Pruneau depuis plusieurs jours. Il fallait le voir, réfléchir à sa chronique, réagir à des faits de société, des enjeux, des réalités politiques, sociales et financières dans le milieu des arts de la culture. Il était chaud bouillant, ce Jérôme Pruneau. Chaque semaine, il décrypte le sujet de son choix avec sa chronique. Je le sens qu'il est en train de se préparer derrière la vitre à la régie aujourd'hui. Sa chronique s'intitule Toujours en eau vive et aujourd'hui, empaquetez-vous mais sans plastique. C'est à toi, Jérôme Pruneau. Merci Maude, très chères auditrices, auditeurs de Danscussion, bien le bonjour. Avant que les rivières ne gèlent, quoiqu'elles sont déjà un peu gelées, laissez-moi vous transporter au gré des courants pour descendre de la source au fleuve, puis du fleuve à l'océan, afin de profiter des eaux cristallines et bleues de ce fluide sacré dans lequel nous naissons et qui nous garde en vie le temps de notre passage sur Terre. L'eau, c'est la vie. À croire pourtant, au vu de l'état du monde et de la planète, qu'on refuse de voir cette évidence. Sans eau, pas de vie animale ni végétale, et donc sans vie animale ni végétale, pas de vie humaine. Notre appétit irrésistible de l'argent, des biens matériels et autres conforts inutiles semble cependant plus fort que tout, au point où, décidément, l'homme et son grand H va finir par être l'espèce qui, malgré son intelligence, aura le passage sur Terre le plus court. À peine 200 000 ans que nous sommes présents et nous sommes la seule espèce parmi les 8,7 millions d'espèces vivantes peuplant la Terre dont les dégâts et les conséquences constituent un risque réel pour la planète et pour la vie en général. Pas mal, non ? D'où ma question du jour. Comment, individuellement, c'est-à-dire toi qui m'écoutes dans ton sofa et toi qui m'écoutes en classe, plutôt que d'écouter ton cours plate d'économie où on ne parle que de rendement, de productivité et de profit, vraiment plate ce cours, et comment collectivement, en tant que société, nous allons réussir une fois pour toutes à concentrer nos priorités sur la question environnementale. C'est une question qui vient d'ailleurs de titiller quelques 400 artistes québécois qui nous ont invités à signer le pacte pour la transition auquel s'était déjà joint dans la nuit de lundi à mardi à 2h54 du matin quand j'écrivais cette chronique, oui, que voulez-vous, je suis insomniaque, 211 491 signataires. Mais c'est quoi exactement alors ce pacte ? Eh bien le pacte, c'est s'engager immédiatement et pour les 2 prochaines années, avant le sommet mondial pour le climat de 2020,
à la mesure de notre réalité et de nos capacités à réduire nos émissions de gaz à effet de serre en posant concrètement des gestes à 5 niveaux. Premier niveau, c'est le niveau du pétrole. Réduisons notre consommation de pétrole partout où c'est possible en diminuant l'utilisation de notre voiture, si vous en avez une, en priorisant le transport collectif, le transport actif, vélo et marche, ça vous fera du bien, le covoiturage, l'autopartage, le transport électrique ou encore en favorisant le télétravail, pourquoi pas. Deuxième niveau, réduisons nos consommations. Production de déchets, gaspillage sous toutes ses formes, notamment énergétiques, ou en réduisant notre consommation de plastique en choisissant entre autres les produits les moins emballés. Au niveau de l'alimentation, réduisons notre consommation de viande d'élevage en choisissant les aliments produits localement et biologiquement tout en comprenant les réalités régionales et la perte de sécurité alimentaire des communautés autochtones liées à la perte de biodiversité. En posant des gestes pour compenser vos émissions, plantez des arbres, préservez les forêts et les aires protégées et réduisez votre empreinte écologique, c'est le 4e niveau. Et enfin, en partageant vos solutions avec vos proches à la maison et au travail pour les inciter à s'engager dans ce pacte et en utilisant votre pouvoir citoyen pour faire accélérer la transition énergétique et écologique auprès de nos gouvernements. Allez, au boulot tout le monde. Alors, vous aurez peut-être remarqué un truc, c'est que comme bien souvent, pour remettre à l'endroit la bonne marche du monde, les artistes, dont on considère pourtant encore souvent qu'ils n'ont guère d'utilité sociale, montent au front pour sensibiliser les puissants de ce monde à cette question désormais inévitable. Autrement dit, l'urgence n'est plus à démontrer, tout comme elle n'est plus devant nos portes. Non, l'urgence, elle est dans votre cuisine, dans votre salon, elle est dans vos chambres, dans vos salles de bain, dans votre garage et dans votre système de chauffage. Oui, l'urgence est partout et c'est bien là qu'il faut agir. D'où l'appel du pacte pour qu'au moins, chacune et chacun d'entre nous s'engage. Mais s'engage à quoi, me direz-vous, au-delà des 5 niveaux que je vous ai énumérés? Eh bien, c'est assez simple en fait. Il s'agit de redéfinir ici notre contrat social, c'est-à-dire celui qui nous lie à notre quotidien en tant qu'individu, en tant que famille et en tant que système. De la même façon que vous vous engagez matin et soir à brosser vos dents, j'espère que vous faites ça bien, il vous faut désormais vous engager à changer des petites actions quotidiennes pour essayer d'inverser l'ordre des choses et faire en sorte que ces millions de petits changements contaminent, pour une fois dans son sens positif, le monde. Il n'est en effet plus possible d'imaginer qu'un continent de matière plastique grand comme le Québec, oui, vous avez bien entendu, 1 667 000 km², flotte dans nos océans, détruisant faunes et flores sur son passage. Il n'est plus possible d'imaginer qu'en seulement 44 ans, la Terre a perdu en moyenne 60% des populations des 4000 espèces étudiées par la WWF, c'est-à-dire le Fonds mondial pour la nature, comme le puma concolore cougar, et oui, une sous-espèce du puma désormais considérée comme éteinte, ou les 39 espèces d'élastobranches. Ah, c'est quoi les élastobranches? C'est les requins et les raies, si vous préférez, qui, bien qu'elles aient traversé déjà 420 millions d'années, on parle pas de 200 000 ans, là, 420 millions d'années, et qu'elles participent à notre survie, eh bien elles sont sur la liste rouge en danger critique d'extinction. Il n'est pas possible d'imaginer non plus que la banquise fonde 2 à 3 fois plus vite désormais, tout comme il n'est pas possible d'imaginer un réchauffement climatique de 4 degrés au lieu de 2 degrés, parce que cela équivaudrait à ce que seul le Canada, la Scandinavie, le nord de la Russie et la Sibérie pourraient accueillir la population humaine. Alors si on a peur des migrations, va falloir vous y faire. Non, enfin, il n'est pas possible d'imaginer qu'en Afrique australe, 39 millions de personnes ne peuvent pas manger à leur faim suite à la sécheresse de 2016 qui a réduit à néant plusieurs saisons agricoles. Alors les artistes dans tout ça? Eh bien les artistes ont ce mérite incommensurable d'alerter, de s'engager, de sensibiliser, de mettre leur énergie créatrice pour transformer l'ordre des choses, comme du reste ils l'ont toujours fait. Leurs œuvres sont une esthétique de la politique, un regard sur le monde qui sous-tend son engagement. Et c'est bien là la figure de l'artiste engagé qui se dessine dès les années 1880, ces temps où on trouve en effet l'idée que l'art ne peut rester indifférent à la misère du monde. Le procès des 30 en 1894 signe la naissance de l'intellectuel en établissant que l'écrivain peut être jugé et condamné pour ses écrits, comme le Refus global, publié secrètement, je vous le rappelle, et mené par les automatistes, constate pour sa part la décrépitude de la civilisation chrétienne. Si d'autres y vont par la chanson candide d'un We Are the World pour lutter contre la faim, Basquiat et Banksy y vont par la peinture, ou la peinture qui s'autodétruit d'ailleurs lors d'une vente aux enchères pour ce dernier, quand Ai Weiwei y va par la sculpture ou l'installation pour dénoncer un régime en place. Qu'importe le chemin, c'est l'objectif qui compte. Et si les 400 artistes québécois qui ont lancé ce pacte se font déjà tancer par une presse qui s'ennuie et paupérise sans cesse nos idées en souhaitant les raccourcir et en considérant que le pacte ne peut être porté par des artistes eux-mêmes pollueurs, eh bien on s'en fout. L'essentiel reste dans cette caractéristique de l'artiste.
une âme ouverte et libre de penser, de lutter et de combattre contre les anfractuosités grossières de notre monde dans lesquelles se glissent les climato-sceptiques et autres Monsanto pollueurs, les vrais. Amis artistes, je vous le dis, vous avez un rôle à jouer tout autant qu'un Gide, Sartre ou Camus l'ont joué. Vous avez une responsabilité à rester les sentinelles lumineuses du phare mondial pour que cette planète continue à tourner rond. Continuez à vous impacter, sans plastique bien entendu, pour que nos enfants puissent voir de leurs yeux un coquelicot, merveille du monde. Tout cet engagement social de vos êtres me rappelle d'ailleurs une petite chanson. Aux armes, etc. Allez à Jacques Taest. À tout bientôt. On vous l'avait dit qu'il était chaud bouillant, ce Jérôme Pruneau. Serais-tu en mesure de nous lancer une petite toune pour qu'on réfléchisse à tout ce que tu viens de dire? Attention, ça panique. Mais bien sûr, Maud, c'est parti. Et c'est parti. I cry just like a baby. I spit out words too much. I've got my facts and figures, coherence just a man. But underneath the flesh facade, we're all babies playing big. Same feeling, just more words. De retour à Danscussion & Co. Toutes les 2 semaines, on se questionne sur la complexité des réalités montréalaises et nous vous proposons une chronique anglophone. Bettina, il y a quelques semaines, Bettina Szabo proposait une réflexion sur le consentement en répétition, consentement des publics, consent in rehearsal, audiences consent. Et aujourd'hui, elle est bien au chaud en Italie et elle poursuit pour nous sa réflexion. Belle écoute, c'est la chronique About Bodies. Hello everybody, welcome back to About Bodies. Today I will continue with last show's subject about consent, and I'll be talking about those articles that I mentioned. So first I will start by talking about the article of Jan Fabre. He's an extremely renowned Belgian choreographer and a multidisciplinary artist that has a career of over 30 years, exhibiting works at the museum like Louvre and the Hermitage. His company's name is Traveling, and his work is known for challenging boundaries. He recently remounted the piece Mount Olympus, which lasts for 24 hours, where dancers enact characters of Greek tragedy and engage in simulated orgies, fights, naps, singing, and dance. On September 12, 8 ex-dancers of the company wrote a letter to the Belgian magazine Recto Verso, which then was endorsed by another 12 current and former dancers, where they denounced the psychological and sexual abuse from Mr. Fabre. Amongst the mentioned actions were asking for sex in exchange for solos, and if the dancers refused, they were systematically humiliated on rehearsal afterwards. The now well-known choreographer Erna Ormarsdottir, currently director of the Iceland Dance Company, is a former dancer of Trublin, and she declared that Mr. Fabre pressured her to let him photograph her eyes while she was masturbating. And here I'm quoting the text. "I didn't dare to say no," she said. "You knew if you said no to something like this, it would affect your role in this company. He was good at psychological games," she added. "He has this way of talking to you. You don't have to do this. There are many others that are waiting." And this specific phrase really triggers me. It's an excellent example of the precarity that exists in the dance world, and it enables these situations of abuse. The risk of losing a job, the lack of economical stability, low incomes, and ever-so-present high competition makes dancers highly vulnerable and propitious to abusive situations. It is important to consider this because today that more and more dancers are considered collaborators, somehow people think that it implies they have agency in what they propose, but it's not always the case. Rehearsal time is expensive for any creator, and peer pressure is another factor that can make a dancer feel trapped into a situation they're not comfortable with. In the article, the company declared nobody is forced to do anything that is experienced as being unacceptable.
But let's face it, who wants to be the annoying prude that will be complaining? Which is bringing me to the second article. In the Rolling Stones magazine, they talk about the show The Deuce, where the actress Emily Maid enacts a prostitute during the growing porn industry in New York City between the 70s and 80s. She took the initiative of asking HBO to include an intimacy coordinator on the show because she felt that after the Me Too, she was finally having a space where to express her concerns and the challenges that she lived with the sex scenes. The article says, despite the fact that Maid had been doing sex scenes since she was 16, they had the power to still make her uneasy. Part of the problem was that she sometimes felt alone when she had misgivings about the scenes, was uncomfortable, cold, or felt too naked, either physically or emotionally. In between the takes, it was always up to her to say no, right there in front of everyone. Like many actors, she didn't want to disappoint the people she worked with, nor seem like she was complaining. Over the years, she often resigned herself to taking the path of least resistance, even if it took a toll on her. For some jobs, she even packed her own safety supplies like a flesh-colored thong that she hoped would protect her during nude scenes. All too often, nobody had considered those details. So, an intimacy coordinator was hired for this show, and apparently HBO were so happy with the results that now they adopt the measure for any future productions regarding sex scenes. The intimacy coordinator is a support person that is present on set who makes sure that the actors feel safe and are well aware of the implications of the scene. They can help deal with very practical, concrete things like knee pads for oral sex scenes to more psychological support like, what if my future children will see the scene? They are the people that will communicate changes on the scenes to the actors, and that communicate the uneasiness of actors to directors and work together with them to find a solution, which I find wonderful. I really like the idea, and I hope that we can integrate mediators in creative spaces because it's not only necessary for sex scenes. It is important to have somebody, a resource person, where people feel safe to talk about uneasiness and so they can feel that their feelings are being respected. Yes, I know. Where do we find one? Who pays for this? I barely compare myself. How am I going to get one of these in my rehearsals? Well, once again, we come back to the question of precarious work environment where safety seems like a luxury rather than a fundamental need. I ask myself the same questions and then look up to the rule makers and art councils, the dance associations, maybe the CNSST. Should we make this a mandatory? Can we maybe have a bank of workers like this that we can consult on the phone, maybe provide by a dance association? The BAM Center, for example, took the initiative to offer a workshop with Intimacy Director International. I haven't attended the workshop and I don't know the details about this, but I've been on their website, and I think that this organization can be a good resource and starting point in order to inform ourselves. I leave these questions to float in there, and I invite you to reflect about this and see how we can better resource ourselves, not only as directors and choreographers, but also as dancers. How can we learn to practice better, respect our limits, and how to express them in a constructive way? Do we always have to have a mediator? How can consent become a common language? How do we resource ourselves? Whose responsibility is to develop these practices? Once again, I leave you with these questions, and I wish you a Tu restes dans ton coin, loup. Tu te serres les poings, loup. Tu mâches ta gomme comme on l'a jamais vu. T'es passé à côté, loup. T'as été mal élevé, loup. Tu rentres chez
sans cogner, mais avec moi ça passe. Quand même tu voudrais changer tout le monde que tu vois, tu pourrais pas, Lou, ça te demanderait trop de temps. Tu tirais à job, Lou, pis tu manquerais tes jours d'école. Vous écoutez toujours Danscussion & Co sur choc.ca, de retour en studio avec Maude et toujours Jérôme à la régie. C'est l'heure des grandes discussions, une rencontre avec des acteurs culturels autour d'une thématique proposée, transmission et héritage artistique. C'est le thème du jour. Et pour en parler, nous sommes très heureuses et honorées de recevoir la chorégraphe et danseuse contemporaine Margie Gillis et l'artiste en danse Lucie May. Bonjour à toutes les deux et merci d'être avec nous. Alors, Margie Gillis, on ne te présente plus, mais je vais quand même le faire pour le plaisir. Grande figure sur la scène internationale de la danse contemporaine, danseuse, chorégraphe, enseignante, conférencière et mentor, tu crées des œuvres originales depuis maintenant 40 ans, célèbre pour tes solos. Tu as également créé des duos, des œuvres de groupe, tant pour la scène que pour le cinéma et la télévision. Plus d'une centaine de créations constituent maintenant le répertoire de la Fondation Margie Gillis. La transmission de ta méthode unique, Dancing from the Inside Out, est un volet important de ton parcours. Plusieurs chorégraphes, interprètes, professionnels et étudiants en danse ont bénéficié et bénéficient encore de ton enseignement. Lucie May, tu es artiste en danse, enseignante et écrivaine. Originaire du Nouveau-Brunswick, tu es établie à Montréal depuis 2003 où tu as étudié à l'école de danse contemporaine. Tu développes des projets artistiques tant pour l'in-situ, le papier, l'écran ou la scène et tu collabores avec des artistes d'horizons artistiques variés. Tu as été membre de la compagnie Marie Chouinard de 2009 à 2016 et tu es l'une des artistes affiliées au projet Héritage de Margie Gillis. Alors, instauré en 2014, ce projet, le projet Héritage, c'est une initiative visant à assurer la pérennité du répertoire de la Fondation Margie Gillis. On va en parler aujourd'hui ensemble pour les grandes discussions. Mais j'ai envie tout de suite de commencer par vous demander à toutes les deux qu'est-ce que signifie pour vous le mot héritage, legacy. De quoi parle-t-on quand on parle d'héritage artistique? Je pense qu'on est découvrir des choses pendant nos vies et accumuler des expériences, les sagesses, les choses comme ça. On a ça arrive qu'on veut partager ça avec les autres artistes. C'est certain qu'il y a un élément avec dans les spectacles où ce que tu fais devient dans le vocabulaire public, dans le vocabulaire artistique. Je sais que j'avais un moment où j'étais à New York, j'étais beaucoup jeune et il y avait un moment où j'étais dans un bar à côté de le théâtre Joyce. Il y a deux jeunes filles qui étaient là, qui a juste vu le spectacle avec Louise Le Cavalier de Edward Locke, La Human Steps. Il était en train d'essayer de recréer un mouvement qu'elle a fait. C'était un saut à côté. Mais finalement, c'était quelque chose que moi, j'avais fait un saut en arrière. Elle vient chez moi, ma maison, mon appartement, pour savoir comment on le fait. Elle n'était pas capable de faire en arrière. Elle a fait à côté. C'était devenu un moitié de la vocabulaire de... Edward était très connu par ce mouvement et comme chorégraphe. Et après, c'était, à New York. Ça devient dans le vocabulaire. Mais d'avoir la chance de décider de créer ou faire cette transmission à d'autres artistes que tu admires et dans lesquels vous avez la confiance dans leur travail. Et aussi pour moi, avec mon chose héritage, c'est pas comme je veux qu'il fait les solos, la chorégraphie comme moi je voulais. C'est pour moi d'offrir, et c'est entre nous.
il faut qu'eux aient leur marque sur la chorégraphie. C'est eux qu'il faut changer la chorégraphie, que ça peut être important pour cette époque, pour cet moment. Pendant mon carrière, j'avais des solos que j'ai fait pour 30 ans, 35 ans, quelque chose comme ça. Mais c'est important de réfléchir sur le moment. C'est quoi ce personnage ou cette dans la culture qui arrive à un moment et un autre. Et alors, comme ça, c'est pas vertical, on a essayé d'avoir un lien qui est plus horizontal, plus organique, plus naturel, qui a beaucoup de respect, et c'est un échange des artistes. Et aussi, ça, c'est mieux pour moi parce que je veux pas être sur un pédestal. J'ai encore des choses et je veux être inspirée par les autres. Et eux par moi, et c'est un bon dialogue, et on peut grandir comme les artistes. C'est pas jusqu'à c'est ma façon ou rien, ça m'intéresse pas. Lucie, tu es l'une des interprètes qui participent à ce projet Héritage. Est-ce que c'est vertigineux d'aborder cette question d'héritage? Qu'est-ce à l'intérieur de toi, comment ça s'est passé? Et je reviens à la question héritage aussi de Clara. Mais moi, ça fait depuis 2014 que Margie m'avait invité de faire partie de ce projet-là. J'étais présente pour la première... je sais pas si c'était la première, mais un think tank, un brainstorming autour de ces possibilités-là qui existaient pour essayer d'imaginer comment faire pour recueillir, pour transmettre toute cette savoir puis expérience que Margie possède. Donc, c'était comme un slow, un développement assez lent pour moi d'entrer dans le projet. Ça a commencé par ces discussions-là, puis peu à peu, j'étais de plus en plus impliquée physiquement. Et je pense que c'est ça qui pour revenir au mot héritage, surtout quand on parle d'héritage en danse en particulier, c'est que néanmoins qu'on a plein de vidéos, puis dans la domaine en ce moment, on utilise beaucoup la technologie, puis on a toujours ces traces-là dans le numérique, puis on peut toujours comme apprendre de cette façon-là. Je pense que c'est vraiment, à la base, la danse, c'est toujours une tradition communautaire et physique et à l'oral, et on a besoin de prendre ce temps-là où nous sommes physiquement présentes dans la même place en même temps pour vraiment pas juste apprendre les mouvements, mais vraiment pour connaître toute cette philosophie-là, cette perspective-là sur la vie, sur c'est quoi être sur scène, puis être devant ou avec d'autres personnes dans cette salle-là, puis comment créer ces relations-là. Puis donc pour moi, tout ce projet d'héritage-là, ça va beaucoup au-delà de la répertoire de Margie. Ça va beaucoup oui, dans ces questions-là de nos relations entre nous, comme entre moi puis Margie, mais aussi entre moi puis les autres interprètes qui sont à côté, puis avec qui je danse dans le spectacle Évolution, mais avec qui je sais que je suis en communauté de gens qui ont maintenant accès à cette répertoire-là, puis qu'on peut représenter ces œuvres à différentes places dans le monde, à différents moments. Pour moi, c'est comme ça devient un genre de réseau, un type de rhizome qui est réparti de plus en plus, puis qui s'approfondit de plus en plus avec le temps, puis avec de prendre ce temps-là d'être en contact réel. Donc, si je comprends bien, on est dans un travail qui est comme transcender un peu la philosophie de Margie, mais est-ce qu'on peut avoir une incursion dans qu'est-ce que c'est la philosophie de Margie Gillis, la philosophie de vie et la patte esthétique que tu leur transmets, Margie, dans ce travail d'héritage et de passation et de...
Je vais commencer à l'extérieur de le cercle puis entrer au centre à ce moment. Alors, il y a la chorégraphie, il y a ma façon en scène, ma façon de créer. Il y a plusieurs façons de créer que j'utilise, pas juste qu'un. Il y a aussi la côté avec la inquiry, dans le conflit de résolution avec le corps. Il y a un côté de performance, la technique, si vous voulez, ou l'expérience, c'est quoi d'être sur scène. À l'intérieur de ça, alors, c'est toutes sortes des éléments qu'on peut utiliser, on peut travailler là-dedans dans ce projet d'héritage, c'est pas juste que nous l'autre. Mais il y a des artistes qui veulent utiliser moi comme un mentor pour leur travail, d'autres qui veulent enseigner pour les artistes de haute qualité, d'autres qui veulent enseigner pour la communauté, d'autres qui veulent utiliser la danse et la technique pour trouver des solutions, des choses dans la vie, ou psychologiques, ou spirituelles, ou quoi que ce soit. Alors, il y a bien des choses comme ça. Le centre est, pour moi, le centre de tout ça, c'est plus un désir que j'avais et que je continue d'avoir, d'être vulnérable sur scène, d'être honnête, de faire une exploration dans c'est quoi la humanité, de comprendre mieux la sagesse expérientielle qui utilise tous les éléments vivants. On sait que moi, j'adore les choses intellectuelles, mais il y a vraiment une limite. Si je pense que la danse dire que l'intelligence, ça devient le centre de la corde, your gut. Et après ça, c'est l'intelligence. Après ça, et maintenant, c'est Stephen Hawking qui a vraiment fait les tests pour vérifier que ça commence à l'intérieur et que ça sort. Après, c'est l'intelligence. C'est après, la décision est faite à l'intérieur. On sait qu'on peut essayer de comprendre un sujet et ça peut être élusif, mais si on a le corps qui comprend, expérientiel, c'est complète. C'est complète, c'est très profonde, c'est plus profonde. Et ça change tout. Et ça, c'est pourquoi je pense que c'est important d'être ensemble en plus. Pas juste sur le vidéo, sur les choses comme ça. Il y a quelque chose qui est vraiment dans la transmission qu'il faut faire avec tout ensemble, la qualité de la voix, la qualité de l'accord, la qualité de le mouvement, architecture intellectuelle, tous ces éléments ensemble devient un global, chose expérientielle. Et c'est certain que les éléments féministes, le côté féministe de la vie, c'est important pour moi parce qu'on n'a pas une balance, certainement pas dans nos cultures. Ça commence, c'est sûr, mais on est loin à aller. Et aussi avec la nature, et c'est maintenant, on est en danger, on a 12 ans pour changer la situation. Mm-hmm. Alors, le corps est vraiment impliqué. Il y a beaucoup de monde qui veut qu'on vive jusqu'en intelligence, mais pour moi, c'est pas possible, c'est pas intéressant. Il faut avoir le corps, il faut avoir la nature, il faut avoir une expérience totale. Et ça, c'est le corps de ma philosophie. La humanité, cette expérience, cette aventure dans la curiosité et dans les choses qui changent, transformation, authenticité, tout ça. Voilà. À travers l'apprentissage d'une œuvre dans ce projet, les artistes sont encouragés à intégrer leur vision et leur propre identité dans le processus afin de favoriser la pertinence dans leur propre cheminement. Alors Lucie, justement, dans ton cheminement, ce projet-là, comment il te nourrit
Et qu'est-ce que tu insuffles dans ce projet et que tu prends de ce projet dans ton cheminement? Oui, c'est vraiment une opportunité très particulière d'avoir quelqu'un qui t'offre vraiment quelque chose à habiter. J'ai eu le flash dans une discussion dernièrement à une des maisons de la culture que la façon que Margie nous offre ces pièces-là, c'est comme si on entrait dans une maison qu'elle a habitée, mais là on apporte un peu tous nos meubles à nous, puis notre linge, puis la vaisselle, puis tout, puis tu sais, comme l'architecture demeure la même, puis on peut ressentir à on pourrait peut-être remodeler à sa façon, mais si à un moment donné ça nous fait plus, on trouve notre façon pour trouver comment être contente là-dedans aussi, puis de vraiment refléter notre propre personnalité puis nos propres goûts, puis donc c'est beaucoup, ça m'intéresse d'aider les artistes à être eux, pas d'être moi. Je veux pas qu'ils soient comme moi, je veux qu'ils soient comme eux. Et c'est une relation adulte, même si c'est avec les jeunes artistes. Mais on est... Et aussi, ce que ça nourrit, c'est... Avec le groupe qui fait des spectacles et performances encore, nos Pick-up Company, il y a une grande capacité ensemble de support entre un et l'autre. On crée un environnement et comme ça, et aussi un environnement où si vous avez quelque chose que tu aimes mieux ou tu veux changer quelque chose, comme le dernier spectacle, j'avais une autre chose qu'il faut faire. J'ai arrivé un peu tard à la théâtre, puis tout le monde dit « On veut changer les saluts ». Yeah, on va faire, on propose, puis c'était beaucoup mieux que ma idée. Et on a changé ça. Et on est les artistes comme Susie Paulson peut aider Lucie peut aider Geneviève peut aider. C'est pas nécessaire que c'est tout autour de moi. Ils sont les responsables. Et comme ça, il devient un groupe très facilement. Et les décisions qu'il fait sur scène sont respectées, même que les décisions en arrière de la scène. Il faut avoir un instinct inspiration, instinct, désir, besoin, tout ça. Et il peut apporter ça. Et finalement, c'est pas de devient moi, c'est de devient eux. Moi, j'ai passé à travers quand même je suis en train d'apprendre aussi à accueillir cette façon-là, parce que oui, j'étais habituée, même si à l'intérieur d'être interprète avec Marie Chouinard, où elle nous considérait vraiment comme des solistes, puis on travaillait de cette façon-là, avec beaucoup d'autonomie, beaucoup d'espace pour prendre des choix aussi, mais quand même, à cause qu'on recherchait toujours à satisfaire une esthétique particulière à elle, puis c'est pas qu'on recherche pas ça avec le projet d'héritage. Je pense qu'il y a aussi cet élément-là, mais il y a un type d'autonomie qui est demandé par l'espace autour, l'espace qui est donné autour de l'apprentissage, puis la confiance en fait que Margie nous donne. J'ai vraiment remarqué dès le début, en apprendre les œuvres, parfois on les danse, on danse les danses même avant de connaître la gestuelle, puis souvent on les danse qu'une fois par jour. Donc les pièces qu'on danse à date sont assez courtes,
d'habitude, pas toutes, mais celles que je danse sont 3-4 minutes. Donc, de danser cette solo-là et d'avoir une fois pour le faire par jour, tu l'abordes d'une façon différente que si tu sais que il y aura des corrections, puis là je vais les retravailler, puis on va refaire, puis je vais essayer de toujours satisfaire quelque chose qui est comme un peu une quête infinie. Mais là il y a une quête infinie, mais ça vient même plus. Je dois creuser à l'intérieur de moi pour chercher, OK, mais c'est quoi mes réflexions sur ces choses-là? Si Margie me donne un petit peu de feedback, mais le plus de feedback, ça doit venir de moi. Je dois l'apporter aussi. Je dois I have to own it. Like, et puis c'est vraiment je pense que c'est autant ça, cette façon-là de faire, comme soliste, comme interprète, comme individu autonome, que Margie essaie de nous transmettre, que l'œuvre même. C'est intéressant, Margie, parce que on te recevait il y a quelques années et ta carrière est beaucoup faite de solo, d'expériences de soliste, où on admirait à la fois la liberté de tes propositions, de ton corps qui prenait cette liberté, cette force féminine aussi qui a traversé les années et les années, et on réussissait à la capter dans toutes tes prestations. Alors, pourquoi en 2018 ce besoin de t'entourer de ces interprètes, et comment on choisit aussi ces interprètes-là? C'est commencé, j'étais avec Alexandra Wells qui à ce temps-là était avec Juilliard et qui a créé Springboard Montréal. Springboard Dance, qui était une plateforme pour les artistes d'excellence, d'avoir une communauté et de grandir dans différents styles de mouvement. Et elle est un magnifique mentor. Elle adore le monde de la danse. Puis elle est une bonne amie de moi et on était en train de jaser. Elle dit, c'est que il y a beaucoup des artistes qui veulent danser avec toi et pourquoi tu n'as pas choisi de faire ça? Et je disais, j'ai pas l'argent pour ça et je peux respecter les gens. J'ai pas l'argent, j'ai pas la situation que je peux avoir une compagnie. Mon fundraising, c'est très faible, extrêmement faible, parce que j'étais sur scène, en création, où toute la compagnie était. Mais elle dit, il y a beaucoup de monde qui veut danser avec toi et si tu peux arranger une situation que tu peux transmettre les choses. On a parlé d'un danseur particulièrement que je veux travailler avec et elle a dit que cette danseur veut travailler avec moi. Et tout de suite après ça, ou presque dans quelques mois, j'ai reçu des emails de plusieurs danseurs qui disaient « On veut travailler avec toi et on va faire tout ce qu'on peut, que ça peut être possible. » Alors, on avait nos premiers think tank, puis il y avait le monde qui m'approche, que je veux travailler avec eux. Aussi, le monde que moi, j'ai approché. On a plusieurs personnes que je travaille avec eux quand ils étaient les élèves, ici à Montréal, à New York ou d'ailleurs dans le monde, qui constamment laisser une place dans leur cœur pour le travail que je fais, moi pour eux, et on fait ça aussi, juste les artistes qui m'ont inspiré. Et c'est pas nécessaire que tu entres complètement dedans. Tu peux choisir. Tu peux aussi dire non, ça suffit, c'est assez pour moi, j'ai ce que j'ai besoin et quitter. Et moi aussi, je peux dire ça suffit, c'est parce que on est les adultes, on est là pour trouver la meilleure façon et comme beaucoup des choses dans la vie, c'est un peu c'est pas exactement régulé quand c'est à chaque personne de décider et d'être responsable où il veut être et de quoi il cherche
et comment on peut trouver ces choses-là, comment la larme peut être manifestée dans cette réalité. Chez toi, Margie, on a l'impression que héritage est synonyme de vie et de philosophie et d'élan créatif. Est-ce que je me trompe? Que tu passes tout cet élan, et Lucie, peut-être que tu pourrais compléter ou... Mais aussi, il me donne aussi. Mm-hmm. Quand donc je vois dans Lucie fait complexe simplicité, je pleurais. Il y a des choses qui sont... C'est vivant, elle a fait ça jusqu'à... elle était en train de faire cette solo à Regina avec Robin Poitras qui a produit le spectacle. Robin me connaît depuis longtemps et elle me téléphonait tout de suite après. Elle dit « j'ai pleuré. C'était absolument extraordinaire. Elle était exactement elle-même, et toi, tu étais là, mais pas là. » Et c'est quelque chose qui dépasse, qui grandit encore. Et quand on peut avoir les expériences, parce que moi, ça ne fait rien si je suis sur scène ou pas sur scène. S'il y a quelque chose de vivant qui se passe, quelque chose de transformation, de profondeur, qui peut aider l'audience aussi de transformer leur vie. Et si l'artiste est en train de transformer la merde qui est dans leur vie et dépasse ça, il y a un modèle là sur scène expérientiellement pour tous les membres de l'audience de faire la même chose. Il faut qu'on soit ensemble le plus possible pour cette transmission, cette qualité éphémérale, mais en même temps nécessaire pour la qualité de la vie. Margie, on veut entrer dans ta famille. On veut faire partie de cette famille, Margie Gillis. Des questions vraiment passionnantes, en tout cas, transmission, héritage. Malheureusement, le temps file, on va devoir s'arrêter, mais en tout cas, c'est des questions d'actualité et qui reviennent souvent. On pense aussi à Paul-André Fortier, qui récemment s'est livré à l'exercice de la rédaction de son testament artistique et a choisi d'ouvrir et de le partager à la communauté de la danse. Il a créé le guide Le Testament artistique, l'art de tirer sa révérence. Alors c'est intéressant, c'est des pistes, je pense, qu'on peut ouvrir et continuer d'explorer. Merci énormément à toutes les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un grand plaisir. On peut venir vous savourer en tant que spectatrice. Sur scène, on vous retrouve dans des maisons de la culture. Si je ne me trompe pas, dans les prochains mois, il y a encore certaines représentations qui vont se dérouler. Mois de février. Du spectacle au début. Le Saint-Valentin, on est sur scène. C'est ça. Donc, Fondation Margie Gillis, toutes les nouvelles sont sur ce site qui est parfaitement fait. Lucie aussi, on vient t'admirer en tant que chorégraphe, créatrice, artiste dans les prochains mois, on espère. Merci à toutes les deux d'être venues. On va clore l'émission dès maintenant. Et j'ai envie de vous dire, oui, l'automne, c'est pris pour l'hiver à Montréal en ce moment. Et lorsqu'il fait froid, pourquoi ne pas se diriger vers la chaleur? La chaleur humaine, la chaleur d'un bon repas. Et pourquoi pas la chaleur d'une salle de spectacle, d'une salle de cinéma, d'une salle d'exposition. Manger un peu de culture. Et la culture, ce n'est définitivement pas ce qu'il manque à Montréal, ni ailleurs dans le monde d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs dans le monde. Alors que la semaine passée, nous acclamions les Tentacle Tribe à Danse Danse, nous nous inclinions devant le maître incontesté Daniele Finzi-Pasca et que nous décernions le prix de l'interprète à la magnifique Louise Bédard, vous, que faisiez-vous? Et cette fin de semaine, que ferez-vous? J'ai envie de vous chuchoter quelques noms pour vous donner quelques pistes. Zamabangu, Émile Pinault, mots de jeu à la Maison Théâtre, les 7 doigts de la main, 3 petits points. Beau programme. Nous vous donnons rendez-vous dès la semaine prochaine. Merci à tous nos invités, collaborateurs et chroniqueurs du jour. Merci à nos auditeurs. Vous écoutez Danscussion & Co sur choc.ca. Très belle fin de semaine à tous et à la semaine prochaine.